Bonsoir, je voudrais remercier le CA de la FEF de m'avoir demandé de faire ce débrief sur l'hépato en général, donc, puisque c'est ni virus, ni transport, ni cancer. Énormément de choses dont j'aurais voulu parler parce qu'il y avait plein de trucs intéressants, mais le temps est limité, donc je n'ai pu en sélectionner que quelques-uns. Mes conflits d'intérêts, pas mal de travaux dans la stéatopathie métabolique, c'est quelque chose qui devient à la mode, donc on en entend de plus en plus parler. Un premier travail qui a été présenté par l'équipe de Bordeaux en fait, sur l'utilisation des tests non invasifs dans la prédiction de la mortalité toute cause et des morbidités spécifiques chez patients. On connaît bien la valeur pronostique de la fibrose, on sait aussi les limites de la biopsie hépatique, et là en fait ils se sont posé la question en partant de 1000 malades qui ont une stéatose qui a été diagnostiquée par échographie, suivie pendant 3 ans à peu près, s'il y avait une corrélation entre les tests non invasifs et la mortalité et les complications. Le premier résultat qui était intéressant, c'est qu'effectivement les tests non invasifs, donc l'élastométrie, le NAFLD Fibrosis Score, l'APRI et le FIB4, étaient corrélés à la mortalité. Le score qui avait la meilleure performance diagnostique, c'était le NAFLD Fibrosis Score, et en fait il était même plus performant qu'un score de prédiction clinique pure, donc ça peut être un outil intéressant. L'autre chose qui était plus préliminaire, qui sont suggérés mais qui n'étaient pas significatifs, c'était que ces tests non invasifs, donc y compris le NAFLD Fibrosis Score, étaient peut-être associés à une mortalité ou des complications cardiovasculaires un petit peu plus fréquentes, même si sur le long terme ça s'effaçait. Mais en tout cas, ça suggère que c'est quelque chose qu'on peut avoir facilement à disposition, simple, et qui permet peut-être d'identifier des patients à risque. Une autre idée intéressante proposée par l'équipe de Toulouse, c'était l'influence du genre et de la ménopause sur les risques de fibrose sévère dans la stéatopathie métabolique. Il y a des travaux qui ont été faits sur des cohortes américaines ou asiatiques. On sait que ce n'est pas tout à fait les mêmes populations que chez nous. Et là, le but, c'était d'avoir une idée si en France, on peut retrouver un effet protecteur des œstrogènes, une cohorte transversale, 300 malades suivis dans un centre tertiaire, 140 qui ont une biopsie hépatique, la moitié une fibrose sévère. La première chose qui était intéressante, c'était que les femmes non ménopausées sont très sous-représentées dans cette population. C'est une immense majorité d'hommes et de femmes ménopausées, seulement 20% de non ménopausées. De manière assez peu surprenante, elles étaient plus jeunes que les femmes non ménopausées. Par contre, il y avait une obésité qui était plus sévère chez ces femmes et des facteurs métaboliques qui n'étaient pas tout à fait superposables. En ce qui concerne la prévalence de la fibrose sévère, ils ont bien montré qu'il y avait une prévalence qui était beaucoup plus faible de la fibrose sévère chez les femmes non ménopausées, 28% versus à peu près 50% chez les hommes et chez les femmes ménopausées. Cependant, en analyse multivariée, le statut ménopausal ne ressortait pas comme un facteur pronostic de la fibrose sévère. Cependant, les facteurs métaboliques qui étaient associés à la fibrose sévère n'étaient pas les mêmes chez les femmes ménopausées, des femmes non ménopausées et des hommes, ce qui fait donc que c'est un paramètre qu'il va falloir prendre en compte dans la classification et le management de ces patients. Une question pragmatique qui a été évaluée par 3 centres dirigés par Angers sur le screening des patients pour les inclusions dans les essais thérapeutiques et les futurs AMM potentiels qu'on va avoir. On sait que les critères d'inclusion, ça mélange la fibrose et la NASH, donc un paramètre composite de NASH fibrosante qui associe à la fois une fibrose supérieure ou égale à F2 et la présence d'une NASH à l'histologie pour essayer de pouvoir screener rapidement les patients qui peuvent répondre à ces essais sans faire de biopsie hépatique. Ils ont poolé 850 malades, la moitié avait une NASH, un tiers une fibrose F2, 17% une fibrose sévère, et au final, 23% de ces patients répondaient aux critères composites, donc de NASH fibrosante. En plus des paramètres biologiques habituels, ils ont rajouté le CK18, donc qui a été suggéré comme ayant un intérêt dans le diagnostic de la NASH. Et en analyse multivariée, les paramètres biologiques qui ressortaient comme associés à la NASH fibrosante, c'était les azates, l'insulinorésistance avec l'index OMA et le dosage du CK18. Ils ont fait un score qui reprenait ces 3 paramètres et proposé un algorithme qui commençait par la présence ou pas d'un syndrome métabolique et de transaminase inférieure à 35. Si c'est négatif, il n'y a pas de NASH fibrosante, ce n'est pas la peine de faire le score. Si c'est positif, ils font le score. Ça permet de classer les patients comme d'habitude en 3 catégories avec un diagnostic certain d'absence ou de présence et une zone grise où finalement il y a seulement 32% des malades qui sont situés qui nécessitent la biopsie hépatique. Des bonnes performances en termes de sensibilité, spécificité, donc quelque chose qui pourra probablement être pratique pour essayer de screener un peu plus rapidement dans les populations les patients à traiter. Dans un registre similaire, juste un travail sur l'élastométrie, là aussi une question très pratique et qui se pose. Donc c'est intéressant d'avoir une réponse en fait.
bicentrique, Angers-Bordeaux. L'intérêt de la mesure de la dureté avec le fibroscan, quelles sondes utiliser? On sait que si la sonde M ne marche pas, on peut proposer la sonde XL chez les patients qui sont obèses. Il y a des critères d'utilisation qui ont été proposés par le fournisseur, c'est-à-dire que si on a une distance peau-capsule qui est supérieure à 25 mm, il faut utiliser la sonde XL, mais c'est des critères qui n'ont pas été validés. Donc là, en fait, ils ont poolé une population de 450 malades, une immense majorité de NAFLD, qui ont tous eu à la fois la biopsie hépatique, la mesure avec la sonde M et la mesure avec la sonde XL. Le premier résultat, c'était qu'il y avait une bonne corrélation entre la sonde M et XL. Bon, c'est toujours ça de prix. Comme attendu, il y avait des valeurs qui étaient un petit peu plus basses à travers les différents stades de fibrose avec la sonde XL par rapport à la sonde M. En fait, ce qu'ils ont fait par la suite, c'est qu'ils ont constitué deux groupes à parier. D'un côté, les patients qui avaient une distance peau-capsule du foie supérieure à 25 mm, pour lequel ils ont pris la mesure avec la sonde XL. Et de l'autre côté, les patients qui avaient une distance peau-capsule inférieure à 25, ils ont pris les mesures de la sonde M. En faisant ces modifications, ils ont obtenu en fait finalement des valeurs d'élasticité qui étaient similaires avec les deux sondes à travers les mêmes groupes de fibrose, et en gardant les mêmes seuils, ils conservent la même sensibilité et spécificité avec les deux sondes. Donc, ça valide les critères d'utilisation et ça permet de préciser quand est-ce qu'on peut se satisfaire d'une mesure avec la sonde M, quand est-ce qu'on peut utiliser en confiance la sonde XL. Dans une toute autre thématique, la cholangite biliaire primitive a un gros travail énorme que vous avez certainement vu, dirigé par le Centre de référence des maladies inflammatoires des voies biliaires et des hépatites auto-immunes, un essai multicentrique randomisé pour évaluer l'intérêt du bézafibrate dans la cholangite biliaire primitive. On sait que l'AUDC, il y a un tiers de réponse incomplète. Ils ont donc cherché à évaluer l'efficacité du bézafibrate en deuxième ligne. Les critères d'inclusion, c'était une non-réponse selon Paris 2, 24 mois de suivi, avec un critère de jugement principal qui était très strict, avec une normalisation biologique. 100 patients inclus, analyse en intention de traiter, 44 et 48 qui ont reçu le traitement, et un résultat très positif, puisqu'on voit qu'assez précocement, il y avait déjà 14% des patients qui avaient une réponse aux critères de jugement principal, et qu'au terme de l'étude, un tiers répondait. S'ils prenaient un critère de jugement un petit peu plus laxiste, permissif, tel que les critères de Paris 2, il y avait 70% en fait, des patients qui répondaient à ce critère. Ils ont aussi regardé quelle efficacité ça pouvait avoir sur le prurite, c'était significativement meilleur que le placebo, et sur l'asthénie, c'était là encore significativement meilleur que le placebo. Donc un très beau travail positif qui montre que le bézafibrate est quelque chose qui va pouvoir être confirme que le bézafibrate est intéressant dans la cholangite biliaire primitive. Enfin, beaucoup de travaux dans la cirrhose aussi, donc là j'ai dû en sélectionner que quelques-uns. Un travail très intéressant de l'équipe de Toulouse sur les facteurs prédictifs de la décompensation cardiaque post-TIPS. La cardiopathie cirrhotique, on en entend parler depuis quelques années, la prévalence n'est pas très bien connue, le diagnostic n'est pas évident, on sait cependant que c'est une valeur pronostique qui est très importante. Ils sont intéressés à l'incidence de la décompensation cardiaque post-TIPS chez leurs patients et cherchaient à identifier les facteurs prédictifs de cette décompensation. C'est un travail qui était prospectif, donc 100 malades qui ont été tipsés, 1 an de suivi, une population classique dans le cadre de TIPS, avec une évaluation cardiologique extensive, échographique, biologique et hémodynamique. Premier résultat qui était intéressant, c'était qu'il y avait quand même 20% de décompensation cardiaque à 1 an, et que c'est un facteur de risque de mortalité, et chez eux, leur première cause de mortalité. Sur le plan biologique, les BNP ou NT-proBNP, ça permet d'identifier facilement et rapidement les patients qui sont à risque nul de décompensation, ce qui n'est pas négligeable puisque c'était quand même un tiers de leur population, donc ça permet d'aller assez vite voir s'il faut pousser plus loin ou pas les explorations. Et enfin, les critères diagnostiques de la dysfonction diastolique qu'on retrouve dans la cardiopathie cirrhotique étaient associés à la décompensation cardiaque, donc le volume de l'oreillette gauche, le rapport E sur E' et E sur A. Donc, il propose un algorithme pragmatique. On fait les NT-proBNP. Si c'est normal, une écho de base pour vérifier qu'il n'y a pas d'HTAP et que le VG marche correctement. S'ils sont anormalement élevés, une échographie peut-être un petit peu plus détaillée en sensibilisant le cardiologue pour voir s'il y a ou pas un risque de décompensation cardiaque qui soit élevé. Toujours dans l'hémodynamique de la cirrhose, un travail de l'équipe de Beaujon sur les conséquences hémodynamique entre guillemets de l'hépatite alcoolique aiguë, enfin caractériser l'hémodynamique de l'hépatite alcoolique aiguë. 167 patients qui ont eu biopsie transjugulaire et KT, et ils sont en particulier intéressés à l'index de travail systolique du ventricule gauche,
qui est un paramètre qui est un petit peu plus sensible et efficace pour évaluer la fonction VG. Des populations de cirrhotiques graves et qui ont une hépatite alcoolique aiguë, donc un peu plus d'inflammation comme attendu du côté HA que cirrhose simple. Et en fait, il montrait qu'à pression artérielle moyenne, gradient de pression, pression capillaire pulmonaire, il n'y avait pas de différence, mais qu'il y avait une majoration des résistances vasculaires périphériques dans l'HA, et surtout qu'il y avait une nette diminution de l'index cardiaque et de l'index de travail systolique du ventricule gauche dans l'HA, qui est peut-être en relation avec l'inflammation, ça, après il n'y a pas de lien direct, mais qui est aussi probablement un facteur de risque de décompensation chez ces patients. Je trouvais ça assez intéressant. Une autre question qui est très récurrente dans la prise en charge des patients cirrhotiques, c'est l'identification rapide de l'infection spontanée du liquide d'acide. Un travail de l'équipe de Besançon sur le dosage de la calprotectine, qui est une protéine qu'on retrouve dans le cytoplasme des polynucléaires neutrophiles, pour ceux qui ne connaissent pas bien, et qui est relarguée après activation ou mort de PNN sur le site d'infection, donc dans l'acide. C'est un lecteur qui est déporté, qui, avec une espèce de, c'est pas vraiment une bandelette, mais ça y ressemble, permet d'avoir un résultat en 12 minutes, donc au lit du malade. 120 patients inclus, 240 ponctions d'acide, 40 infections du liquide d'acide, cirrhose alcoolique, tout ça c'est un petit peu classique, et des très bons résultats puisqu'il y avait une AUC qui était à 0,90, une sensibilité de 86%, 92% de spécificité, donc ça marche bien et ça permet de voir assez rapidement si l'infection du liquide d'acide est présente ou pas. Un travail primaire que j'ai trouvé très intéressant aussi sur la fonction rénale du cirrhotique de Beaujon, sur l'étude des micro-ARN urinaires en tant que biomarqueur prédictif de la réversibilité de l'insuffisance rénale du cirrhotique. On sait que l'évaluation de la fonction rénale chez cirrhotique, c'est déjà pas simple. Savoir si ça va régresser ou pas après la greffe, c'est très compliqué. Et finalement, en fait, ils ont screené les micro-ARN dans les urines par RT-PCR de patients en pré-greffe, donc une population de malades cirrhotiques graves avec des fonctions rénales altérées, classer ceux qui avaient amélioré ou pas leur fonction rénale après la greffe et identifier deux micro-ARN, MIR21, MIR192, qui sont surexprimés chez les patients qui vont améliorer leur fonction rénale après greffe. Donc c'est évidemment sur peu de malades, donc ça nécessite d'être confirmé, mais c'est très, très intéressant. Ça pourrait faire un biomarqueur utile dans l'évolution post-transplantation de ces malades. Enfin, pour terminer, un travail sur la sarcopénie et les capacités de régénération hépatique de l'équipe de Lille. On sait que la sarcopénie, c'est un facteur pronostic dans la cirrhose avec la fragilité. On ne sait pas très bien quels sont les mécanismes sous-jacents. Ils sont intéressés à l'impact de la sarcopénie après hépatectomie majeure. Alors, ce n'était pas des malades cirrhotiques, c'était toute hépatectomie majeure, plus de 3 segments. Il y avait seulement un quart de cirrhotiques qui étaient évalués, il y en avait quand même 125, donc c'est une belle série, évalués en pré-op et post-op, scanner scintigraphie, sarcopénie définie par l'index de masse musculaire squelettique AL3, et ils ont regardé la morbidité, la mortalité et les régénérations et fonctions. Premier résultat intéressant, il n'y a pas de différence de mortalité, ce n'est pas des cirrhotiques, ça ne change rien. Par contre, il y a un nombre significativement plus important de complications liées à l'insuffisance hépatocellulaire et de pics de bilirubine à J7. Et l'autre chose qui était intéressante, c'est que le delta de volume résiduel de foie restant était significativement plus bas chez les sarcopéniques que chez les non-sarcopéniques, ce qui laisse peut-être penser que la sarcopénie induit un trouble de la plasticité, entre guillemets, hépatocytaire, peut-être au-delà juste de la fragilité générale du cirrhotique. Donc je trouvais ça intéressant. Je voulais remercier les orateurs pour la qualité et la richesse de leurs travaux qui étaient très bonne. Je suis désolé de ne pas avoir pu en parler de plus. Je les remercie aussi pour la communication de leurs documents pour faire la synthèse et je vous remercie de votre attention.